Écoute, merci beaucoup pour l'accueil, pour être invité, et puis pour partager, comme disait Georg, des choses sur lesquelles je travaille depuis de nombreuses années, même des dizaines d'années, et puis des choses il est vrai que j'avais découvertes déjà il y a 30 ou 35 ans, et qui commencent à porter, enfin disons à être considérées d'une manière nouvelle. Donc je vais vous en parler aussi, par rapport à la matière, par rapport à la science, par rapport à la spiritualité. Donc je crois que le temps est venu aujourd'hui de faire la synthèse entre la science classique et la science spirituelle. Donc j'emploie exprès le mot science spirituelle, c'est pour bien montrer et dire que on peut aborder la spiritualité d'une manière scientifique. Donc aborder la spiritualité d'une manière scientifique, ça veut dire qu'on sort des limitations de la science matérielle qui était à son apogée, je dirais, au XVIIIe, XIXe siècle, avec le siècle des Lumières. Donc où le Lumière, ça dit bien science, c'est-à-dire que à l'époque, Diderot et les scientifiques de l'époque avaient fait une encyclopédie et ils avaient dit, ben voilà, on sait tout maintenant sur l'univers. Et ils avaient dit, voilà, notre connaissance, la connaissance de l'humain, eh ben ça y est, on a tout fini, on sait tout. Tout ce qui se passe sur la Terre. Mais comme vous constatez au jour d'aujourd'hui, plus on avance, moins on en sait. Et plus, je ne dirais pas qu'on recule, mais je dirais que plus on avance, plus il y a des univers qui s'ouvrent. Donc la science a abordé la matière et a fait des prouesses dans la connaissance, mais a fait des prouesses aussi dans la technologie et dans les acquis. Mais ce qui se passe aussi, c'est que en avançant au niveau de la matière, elle a trouvé des limites. Et elle s'est cantonnée, dit, ben nous on aborde jusqu'où on peut aller, et puis le reste, c'est là où il va y avoir une évolution. Ben le reste, au-delà de ces limites, ben ça n'existe pas. On ne va pas l'aborder. On ne peut pas l'étudier, parce qu'on n'a pas les moyens de l'étudier. Donc, c'est à ce niveau-là, que tu peux peut-être passer comme ça en même temps, ça va... Je lirai et je ne m'occuperai pas de tout, mais je vais parler, et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se dérouler. Donc, ce que je disais, c'est que avec ces limites-là, on a cru que, on va tout savoir et on va pouvoir tout faire. Et ce qu'on n'a pas pu aborder, qui est au-delà de ça, ça, on dit, c'est un mystère, ça n'existe pas. Donc ceux qui abordent ces choses-là, qui est entre autres ce qu'a abordé la spiritualité, c'est-à-dire ces mondes inconnus, transcendants, qu'on ne peut pas peser ni mesurer physiquement. Mais tout ça, comme on ne peut pas le faire, on considère que ça n'existe pas. Et donc ce qu'on va essayer de faire, de voir aujourd'hui, pour cadrer les choses, c'est, tu peux continuer, c'est de voir que, au-delà de ces limites, vous avez tous entendu parler de trous noirs, d'énergie noire. Qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques? On ne sait pas ce que c'est. On constate qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est imprévisible, ça obéit à aucune loi que l'on connaît. Donc je vais vous donner une image par rapport entre le monde de le monde de la science, de la matière et de la science matérielle, c'est-à-dire de la lumière de la science matérielle, c'est la nuit. La nuit, qu'est-ce qu'on voit? La nuit noire, on voit rien.
C'est-à-dire que le principe de la science, c'est d'éclairer et de voir. Donc le monde matériel, on ne le voit pas. Le monde tel qu'on aborde aujourd'hui, ce qui est dans cette salle, s'il n'y avait pas de lumière, eh ben, il n'y aurait rien. Ce serait tout noir. Mais par contre, dans une nuit noire, on a des étoiles. Eh ben, les étoiles, vues d'ici, c'est comme des portes ou des fenêtres, des ouvertures vers un autre monde. C'est comme ça que la science des anciens ou les traditions spirituelles parlaient du ciel. Pour eux, le ciel, c'était pas des étoiles comme nous, on les aborde aujourd'hui, mesurées avec des soleils ou des choses comme ça, où il y en a des milliards et des milliards de milliards, mais le ciel, c'était cette voûte qui a des trous. Et ces trous, c'est le passage vers l'au-delà, vers la lumière qui est là, à ce moment-là, une lumière spirituelle. C'est-à-dire que c'est une lumière, et c'est cette manière d'aborder les choses, c'est, on peut continuer, c'est cette lumière spirituelle qui est beaucoup plus subtile que la lumière matérielle, physique, visible, qui éclaire la matière. C'est la science qui va aujourd'hui aborder cet univers-là. Donc cet univers où il y a des éléments qui ne sont pas accessibles avec la lumière et avec la lumière de la science actuelle, mais qui vont être accessibles avec une autre approche, une science spirituelle. Et il y a des sages, comme Rudolf Steiner, qui ont abordé ça d'une façon explicite, objective, en parlant de la science spirituelle. Donc il a fait des conférences, des documents qui sont là, avec, et c'est là que c'est intéressant, c'est que la connaissance de cette science spirituelle a permis des applications pratiques, objectives, concrètes dans le monde matériel. Donc pour montrer que, en fait, cet univers qu'on pourrait appeler spirituel, qu'on appelle nous d'ici le monde noir, avec la matière noire, donc qu'on ne connaît pas, avec l'énergie noire, avec les trous noirs, cet univers-là, si on sait comment l'aborder ou si on sait comment recevoir ces énergies, et bien à ce moment-là, on peut les faire entrer et on peut les utiliser sur la Terre. Donc je vous donne quelques exemples de ce que Rudolf Steiner a fait. C'est un peu pour illustrer cette approche-là. L'agriculture biologique et biodynamique, c'est lui. Une approche du cancer en faisant une étude, regardant le sang et des éléments qui sont dans le sang, c'est lui. Au niveau des mathématiques, il a fait des travaux aussi, au niveau de la biologie. Et puis il y a des chercheurs qui continuent à travailler dans ce sens-là. Donc, là, je vous invite à regarder, donc là, les limites de cette science matérielle telle que j'en ai parlé. Donc la limite de la science matérielle a été trouvée par des scientifiques et des mathématiciens. Planck, vous avez tous entendu parler, ou pas, de Planck, des quantas de Planck, enfin de la physique quantique. Eh bien, c'est un des pionniers de cette physique-là. Donc, il a calculé, donc, et ça c'est reconnu par la science officielle, qu'on ne pouvait pas remonter ou aller dans le temps, dans un temps minimum, qui est plus bas que 10 puissance moins 43 secondes. Donc, 10 puissance moins 43 secondes, ça veut dire 1 milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde. En gros, c'est-à-dire que c'est un temps infiniment bref. Donc on ne peut pas imaginer que dans une seconde, il y a des milliards de milliards de ces quantas, de ces parties-là, qui sont dedans. Donc on ne peut pas remonter plus loin. Mais, par contre, le temps 10 puissance moins 43 secondes, c'est un temps qui est infiniment petit, et entre le temps 0, eh ben, il y a encore une infinité de temps, ou de micro-temps, ou de temps très faible.
Donc il a calculé ça les scientifiques ont essayé de remonter à la naissance de l'univers, donc au Big Bang. Donc ils ne peuvent pas remonter plus loin au niveau du temps que cette limite-là. Donc une deuxième limite qui a été trouvée aussi, c'est au niveau de l'espace et de volume. Donc au niveau du volume, on ne peut pas descendre au niveau matériel avec nos outils et avec toutes les connaissances et tous les outils mathématiques, physiques et autres, on ne peut pas remonter au-delà de 10 puissance moins 83 mètres cubes, moins 93 mètres cubes. C'est-à-dire que c'est infiniment petit. C'est inimaginable. Donc comme c'est petit, donc on ne peut pas aller plus loin que ça. Mais au-delà de ça, justement, il y a le monde spirituel qui démarre. Et c'est comme si on pouvait aller dans un micro-trou noir, et si on traverse ce micro-trou noir, on rentre dans un univers infini. C'est un univers infini qui est l'univers qui a précédé la naissance de l'univers. Notre univers, il a environ 14 milliards d'années. Donc, c'est beaucoup à notre échelle, et c'est peu à notre échelle. Ça veut dire qu'avant la naissance de l'univers, il y avait quoi? Donc il est bien né de quelque chose. Et donc il est né justement de cet infini de lumière, qui est la lumière spirituelle, et qu'on a appelé au niveau des sciences et des traditions spirituelles, qu'on a appelé le Verbe, l'Esprit Saint, Dieu, enfin, toute cette dénomination où, à partir de nous, d'humains, on a mis des traductions et on a essayé de nommer et de représenter ce qu'on ne pouvait pas, ce qui n'est pas représentable. Ce qui fait qu'il y a des multitudes d'approches qui essayent de voir ce que c'est, ce qui est transcendant. Et le troisième point, c'est la fréquence de la vibration. C'est-à-dire que je vous donne une image, le clignotement, une voiture qui clignote, vous connaissez, hein, c'est 1 ou 2 fois par seconde. Là, la fréquence de la matière, c'est-à-dire la matière, les atomes, ils clignotent. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils apparaissent et ils disparaissent. Ils apparaissent et disparaissent. Et ça, c'est de l'ordre de milliards de fois aussi par seconde. Donc c'est une fréquence de vibration qui est infinie. Pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, l'écran d'un ordinateur ou l'écran de la télévision. L'écran de la télévision, c'est un seul faisceau qui va décrire le nombre de lignes 24 fois par seconde. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une image qui bouge. Alors qu'en fait, si on voyait chaque microseconde, on verrait un point et une image. Donc, mais on ne verrait pas d'image, on verrait qu'un point qui apparaît, qui disparaît sur l'écran. Et donc nous, comme on est fait de matière, on est fait d'atomes, hein, on est fait de cellules, on est fait de corps, ces cellules-là, ces atomes-là, ils clignotent, ils disparaissent et réapparaissent. Des milliards de fois par seconde. C'est-à-dire que nous sommes en train d'apparaître et de disparaître. C'est une chose qui est très importante pour le travail, justement, pour accéder à cet univers qui est de l'ordre, qui est né de la lumière spirituelle qui nous entoure toujours et dans laquelle on baigne toujours, qui est là. Mais pour y accéder, il y a besoin d'être suffisamment subtil et d'être dans des vibrations intérieures qui sont beaucoup plus subtiles que la vibration de la matière et de l'atome. Et de tout ce qu'on peut aborder, comme quand on va les rayons X ou d'autres vibrations qui sont très rapides,
mais c'est très très grand par rapport à la réalité et à des vibrations qui sont plus subtiles, qui sont de l'ordre, de l'ordre qui abordent le monde psychique, le monde de la pensée, le monde du sentiment, le monde de la volonté, au niveau psychique. Et bien la science ne sait pas l'aborder comme elle aborde la matière. Elle ne sait pas peser, elle ne sait pas d'où ça vient, elle ne peut pas le voir, elle ne peut pas le mesurer. Donc, elle peut mesurer que les effets, quand ça rentre dans la matière et que ça produit quelque chose au niveau de la matière. Ça, elle peut le mesurer. Mais en elle-même, la pensée, parce que ça échappe au niveau de la fréquence, de la longueur d'onde, justement de la subtilité de la matière, ça échappe aux appareils de mesure et à la manière d'aborder les choses aujourd'hui. Donc pour simplifier et pour résumer, il y a une lumière spirituelle qui est avant la lumière matérielle, et c'est cette lumière spirituelle qui a créé le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui a fait le Big Bang. Big Bang, c'est représenté comme une explosion, on ne l'a pas vu, mais comme une explosion, et puis beaucoup de lumière. Donc c'est cette lumière qui est apparue, et c'est à ce moment-là qu'est apparu le temps, l'espace, et justement la lumière et l'énergie. Donc on pourrait voir comment la lumière représente bien ces trois aspects. Donc on va continuer. Je vais voir l'origine. Donc au niveau de l'origine de l'univers, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis après, quand l'univers est apparu, avec la lumière, donc qui veut dire, qui implique espace et temps, et cette lumière-là s'est condensée. Elle s'est condensée en énergie. La lumière, c'est aussi une onde. Donc au départ, la création, au niveau de la création de l'univers, c'est des ondes qui sont apparues. La lumière, c'était des ondes. L'énergie qui est apparue aussi quand ça s'est refroidi, parce que ça, les scientifiques, ils l'abordent, les températures. Quand ça s'est refroidi, et en refroidissant, c'était lumière matérielle, onde, énergie, et puis après, il y a eu la première condensation qui était le proton, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène. Et c'est là que, la première fois, l'onde qui existait avant s'est enfermée dans quelque chose de limité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la lumière s'était emprisonnée dans un espace limité. Et la matière, c'est ça. Et à partir de ce premier proton, de ce premier atome, tous les atomes se sont formés progressivement, en refroidissant. Et donc, c'est la matière qui est apparue, et puis après, avec quelques milliards d'années, donc matière d'abord se forme gazeuse, et puis après, progressivement, sous une forme plus condensée. Il y a des étoiles et des planètes qui sont des planètes qui sont entièrement gazeuses dans notre système solaire. Donc ils sont devenus matière, et puis après cette matière a formé l'eau. L'eau, c'est la matière, c'est l'hydrogène et l'oxygène, et à partir de cette eau est apparue la vie, la biologie. Et donc est apparue la matière, la vie végétale, et puis après la vie animale, et enfin l'être humain. Donc c'est par condensation progressive d'une part, et par complexification aussi. Parce qu'en même temps que cette onde qui provient d'un univers d'avant la création, et qui retourne régulièrement dans cet univers-là, c'est-à-dire que ça fait un va-et-vient constant, et cette onde et cette information qui est sur l'onde, a informé la matière pour réveiller
le potentiel et toutes les informations qu'il y a dans la matière. Pourquoi est-ce que un atome, quand il a un proton, un neutron, ou quand il en a deux, eh ben, c'est quelque chose de différent. Parce qu'il y a à l'intérieur une information différente. Et les électrons autour, eh ben, eux, ils véhiculent cette information. Et quand il y a des sauts, là je vais vous faire un petit rappel quantique rapide, quand il y a des sauts au niveau des orbitales, c'est-à-dire les électrons qui tournent autour du noyau, comme les planètes tournent autour du Soleil, quand ils changent de niveau, et bien à ce moment-là, il y a un photon, c'est-à-dire qu'il y a la lumière qui apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si l'information qui était dans le noyau pouvait, une partie sort sous forme de lumière pour aller dans l'univers et informer d'autres choses. Donc, c'est un peu le principe de la communication, mais au niveau atomique. Donc, il y a des travailleurs, des chercheurs, comme Jean Charron, qui ont travaillé là-dessus, sur l'information de l'électron. L'électron, il porte pas seulement une information, une charge électrique négative, mais il porte aussi une information qui est de l'ordre de... Ouais. Voilà. Donc la lumière disparaît. Donc, si on sait... Donc là, vous avez l'exemple. On entre dans la lumière spirituelle. Si on sait comment mettre l'interrupteur pour allumer la lumière, eh ben on peut l'allumer. Mais ça va être la même chose sur le plan spirituel. Si on sait comment faire, si on connaît les interrupteurs, si on sait comment déclencher et mettre en place les liens et les fils, les câbles qui relient, à ce moment-là, on peut aussi déclencher la lumière et avoir accès à une source infinie de lumière, d'énergie, de puissance, d'amour auquel on peut avoir accès. Et c'est ce que la spiritualité a trouvé et a véhiculé à travers les religions, où les religions, en fait, c'était comment se relier. Religion, c'est relibérer, c'est relier. Comment se relier à quelque chose de transcendant. Et en fait, c'est ça, c'est ces clés-là qu'il s'agit aujourd'hui d'aborder sur un plan plus scientifique ou en éclairant, avec une lumière, pour comprendre comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, on peut trouver des outils qui fonctionnent et qui sont reproductibles sur un plan spirituel. Comme a fait la science sur un plan matériel, eh ben, on peut faire la même chose sur un plan psychique et sur un plan spirituel. Puisque le psychique, il relie en fait le monde matériel au monde spirituel. C'est l'intermédiaire, le lien entre les deux. Et donc, pour vous voir et vous expliquer peut-être un petit peu en quelques mots comment le proton dont je vous ai parlé, qui était la première condensation, c'est la première forme qui a accueilli cette onde, cette lumière qui est devenue une lumière matérielle et qui s'est laissée enfermer. Et bien ce proton, qui est l'atome d'hydrogène, c'est lui qui fait l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est deux atomes d'hydrogène, c'est-à-dire deux protons, avec un atome d'oxygène. Et les deux, quand ils se relient, ben ça fait l'eau. Et là, l'eau, c'est quoi? C'est la matrice de la vie sur la Terre. Quand les scientifiques ils cherchent s'il y a de la vie quelque part, ils essaient de voir s'il y a eu de l'eau ou s'il y a de l'eau. Donc, pour eux, c'est comme ça. Et comment, de l'eau, à partir de l'eau, que la vie, elle apparaisse. Comment elle apparaît? La vie, il faut de l'eau, hydrogène et oxygène, il faut de l'azote et il faut du carbone dans cette eau. Donc ça, il faut que ce soit d'une certaine forme. Mais ça ne suffit pas. Si ça en mélange, si ça ne se rencontre pas, eh ben ça ne produit rien. Et pour que ça se rencontre, il faut quoi? Il faut une étincelle, il faut de la lumière. Et avec la lumière, à ce moment-là, ça peut déclencher des réactions qui vont faire que les premières protéines peuvent apparaître. Donc que la vie peut apparaître. Donc, pour montrer qu'il y a cette continuité
d'avant la création de l'univers, de l'onde, de la matière, et puis après de la vie. Et pour une matière qui est beaucoup plus complexe, donc où on parle de matière végétale et de matière animale et de matière humaine, biologique, qu'est-ce qu'on a qui est la représentation du vivant à ce niveau-là? Eh ben, c'est l'ADN. Donc, et l'ADN, c'est quoi? C'est l'acide désoxyribonucléique. Donc, c'est un acide. Un acide, c'est quoi? C'est un proton. Donc, on va retrouver au niveau de l'ADN, au niveau de ce qui relie tout le vivant, on va retrouver ce proton. Et quand on sait comment c'est fait, l'ADN, c'est 2 hélices hélicoïdales qui sont reliées par le vide et par des liens hydrogènes, donc par des liens de nouveau d'acide. Bon, je vais essayer de continuer. On va voir ce qui va se présenter. Donc, ce qui va être intéressant aujourd'hui, la connaissance de l'atome a montré aussi qu'au niveau du noyau, on avait des particules donc, qui ont été trouvées scientifiquement, qui sont les particules Z-, entre autres, Z0, Z+. Et ce sont les particules qui ont une fonction psychique, de l'énergie faible, qui n'ont pas une fonction physique. On trouve aussi des couleurs dans le noyau de l'atome. Donc c'est aussi des particules subnucléaires qui sont là-dedans. Donc on retrouve des éléments psychiques dans la matière, au fond de la matière. C'est pour ça aussi que la matière peut enregistrer des pensées, peut enregistrer des sentiments et peut les enregistrer puis les transmettre par la suite. Donc si on connaît les lois qui relient la matière, la biologie, le psychisme et le spirituel, si on commence à connaître ces lois, à ce moment-là, on va pouvoir trouver des outils pour agir positivement et agir efficacement au niveau du vivant, à travers des outils psychiques et spirituels. Aujourd'hui, ça se développe beaucoup, puis il y en a parmi nous des personnes qui travaillent directement avec tout ça, et qui le pratiquent. Donc, si on connaît ces lois, on peut faire une lecture spirituelle, psychobiologique du vivant, avec son ADN. Et avec cette lecture-là, on peut après faire une réécriture, si on sait comment écrire avec des mots spirituels, psychiques, biologiques. Et on peut donc agir sur la matière. Donc sur notre propre matière, sur la matière vivante. Dans la connaissance de l'ADN. Vas-y, on continue voir, s'il te plaît. Donc, ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives à ce niveau-là. Et si on connaît, et si on prend conscience de comment ça fonctionne, à ce moment-là, on peut agir positivement et accompagner l'être humain vers sa vraie destinée, qui est d'être heureux et que sur la terre, que toute l'humanité soit dans la paix, dans le bien-être, dans le bonheur, dans l'abondance. Ce qui est proposé aujourd'hui et où les crises de civilisation, d'énergie, de tout ce qu'on veut, montrent aujourd'hui qu'il s'agit d'aborder les choses d'une façon nouvelle. Et donc de connaître aussi les freins, les blocages qui font qu'au lieu d'aller dans le sens de la destinée de l'être humain et d'aller vers le paradis qu'il a créé sur la terre, eh bien, en fait, il crée et développe un enfer. Et cet enfer, il le développe pas de l'extérieur, mais à partir de son intérieur, de son enfer intérieur, qui va mettre à l'extérieur et qui va mettre en scène sur la terre. Donc il s'agit de voir aujourd'hui comment il est possible d'agir prendre conscience des freins, des blocages, de tout ce qui se passe
des mémoires négatives qui sont à l'intérieur de l'être humain pour les transformer et laisser sortir les programmes qui sont là aussi, qui sont inscrits dans la cellule au plus profond de l'être, des programmes pour que l'être humain puisse vivre dans la paix, dans le bien-être, dans le bonheur. Et ça, c'est possible aujourd'hui. Et la science, et les connaissances scientifiques aujourd'hui vont nous permettre de trouver comment faire et de le faire d'une façon réfléchie, raisonnée et de le communiquer à grande échelle. Et donc de trouver des manières, des outils universels qui transcendent toutes les religions, qui transcendent toutes les races, qui transcendent toutes les cultures, qui transcendent toutes les coutumes, mais qui ne les enlèvent pas, qui reconnaissent tout ça. C'est les produits de l'être humain, mais il y a des outils qui peuvent être utilisés par chaque être humain ou par chaque culture, par chaque civilisation, par chaque pays. Donc aujourd'hui, c'est possible de le faire. Je vais vous donner... Continuez, s'il te plaît. Donc, c'est ce que je viens de dire d'une certaine façon. Donc, si on va l'aborder, on peut l'étudier ça en allant au plus profond de la cellule, en allant vers l'ADN. Donc, si on sait comment l'activer, et aujourd'hui, il y a des gens, entre autres les travaux des Russes, qui savent, qui ont des outils pour travailler directement sur la cellule, sur l'ADN. Il y a un Français aussi qui a créé ce qu'il a appelé les... le nom il m'échappe, les protéodies. C'est-à-dire, c'est de la musique, du chant, des vibrations qui vont agir sur les protéines et qui vont pouvoir ou bloquer des virus ou activer des potentialités qui sont dans l'ADN, qui peuvent agir sur des bactéries, qui peuvent agir sur des maladies, uniquement avec le son, avec les mélodies. Donc avec certains chants. Donc ça, c'est un Français qui a trouvé ça, et il y a un hôpital qui existe au Japon qui fonctionne sur ce mode. Donc pour montrer tout le potentiel qui est là, accessible, si on veut bien l'aborder, pour arriver à faire des choses positives. Continuez. Donc dans cette éducation, donc j'en ai pas parlé directement pour l'instant, mais en fait tout ce que j'ai dit, c'est une forme de communication et d'éducation. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je donne une définition relativement rapide et simple de l'éducation. Éduquer, c'est être. En fait, c'est activer la dimension de l'être, c'est-à-dire la dimension psychique et spirituelle de l'être humain. Et en activant cette dimension-là, à travers l'ADN, à ce moment-là, c'est cet ADN et nos cellules qui vont communiquer directement cette dimension élevée, ces qualités d'être. En fait, c'est une communication. Là, nous sommes ensemble. Il y a une communication qui est visible ou audible, qui est sensorielle. Mais en même temps, il y a une communication qui se fait à travers les milliards de cellules qui sont en nous, qui se fait directement de cellule à cellule. Et ça a été trouvé aussi, et vérifié et prouvé par des scientifiques, des Italiens entre autres, donc par rapport aux neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, c'est des neurones donc, qui sont caractérisés par leur ADN, puisque chaque cellule, c'est en fonction de son ADN, qu'il est caractérisé et puis qu'il agit, qu'il a des fonctions. Et donc, c'est les neurones qui sont capables de communiquer directement dans le corps d'un être, mais aussi de l'intérieur d'une personne vers quelqu'un d'autre, sont capables de communiquer directement des pensées
et des idées, donc ce qui se passe sur le plan du mental et de l'intellectuel, des sentiments et des émotions, donc ce qui se passe au niveau du monde affectif, du lien, des qualités humaines, de l'amour, et au niveau aussi des sensations et des comportements. C'est-à-dire des programmes énergétiques qui sont dans l'être humain commandés par l'ADN, et ils sont capables de le transmettre et de le communiquer, donc de l'émettre et de le recevoir. Donc ça veut dire qu'il est possible d'avoir une communication en connaissant des moyens d'intériorisation et d'action sur son monde intérieur, et entre autres donc en connaissant les propriétés de l'ADN et de son ADN, eh bien il est possible d'avoir une autre communication et de faire une éducation qui va passer pas par une instruction extérieure, même si c'est un support qui est utile et qui n'est pas à enlever, mais avec une puissance des centaines de fois plus importante qui va se passer à travers le monde intérieur, à travers l'ADN, directement à travers les cellules. Et donc en étudiant ça, il est possible de voir comment ça peut communiquer et comment cette communication-là, qui se fait directement de l'intérieur du corps et du plus profond, plus on va rentrer en profondeur et aller vers des plans subtils à l'intérieur, plus la communication va être puissante dans le temps et dans l'espace. Donc je m'explique. Dans l'espace, ça veut dire que si on arrive à avoir des vibrations intérieures, donc des pensées très élevées, ou des sentiments très élevés, à ce moment-là, et de le vivre, de vibrer ça, à ce moment-là, ces sentiments et ces pensées vont aller à des milliers de kilomètres, ou à des millions de kilomètres. Ils peuvent aller jusqu'au fin fond de l'univers. Et si c'est très élevé, ça peut justement aller au-delà de l'univers matériel tel qu'il est connu, et il peut aller jusqu'à là, ce qu'on appelle ici maintenant la matière noire ou l'énergie noire, c'est-à-dire au-delà du transcendant, jusque vers le divin. Donc si vous étudiez les traditions religieuses et les approches, les traditions spirituelles et les différentes approches religieuses, vous allez trouver des outils qui sont utilisés depuis des années, des siècles, et qui pratiquent ça. Et donc ça, aujourd'hui, c'est une approche un peu différente, qui va être universelle et qui va transcender toutes les religions sans les supprimer. Donc ça veut dire que plus c'est élevé, plus la portée de ce qui est émis au niveau pensée, sentiment ou vibration va aller loin dans l'espace, avoir une portée loin. Mais ça va aussi avoir une portée dans le temps. Le temps, bon, on connaît le temps, il se déroule, beaucoup réfléchissent à ce que c'est. Quel temps, le temps biologique, le temps matériel, le temps, l'éternité, on ne sait pas trop, enfin, on le vit, on est dedans. On sait que si le temps s'arrêtait, tout serait figé, serait immobile. Ça, on trouve ça dans les contes. Le bois dormant, le temps qui s'est arrêté pour 100 ans, tout était, plus rien ne bougeait. Donc là, cette approche-là, si on active, si on peut travailler de cette façon-là, on peut aller voyager dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut aller dans le passé, et plus ça va être subtil, élevé, plus ça a une portée dans le passé lointaine, ou aller dans le futur. Et les scientifiques ont prouvé qu'il était possible de voyager dans le temps et aller dans le futur, ou aller dans des... il y en a qui sont allés sur les anneaux de Saturne avant que les explorateurs, enfin que les sondes y aillent et puis voient ce qu'il y a dedans. Et puis ils ont dit ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont trouvé correspondait à ce qui a été vérifié par après
d'une façon scientifique, hein, comme disait par l'étude spatiale. Et si c'est très très élevé, à ce moment-là, ça permet de traverser le mur de Planck. Tu peux continuer si tu veux. Traverser le mur de Planck ou la limite de l'univers pour aller au-delà. Et à ce moment-là, on va dans l'éternité. C'est-à-dire que chaque être humain, au jour d'aujourd'hui, il a potentiellement la possibilité de vivre l'éternité s'il est capable de passer par cette porte étroite qui va traverser ces limites-là. Et donc à ce moment-là, il n'est plus dans le temps, il est dans l'éternité. Donc ça, c'est des choses qu'il est possible de faire. Et ça, vous allez le trouver aussi au niveau des traditions spirituelles, où selon les traditions, on explique ça, et on dit que c'est possible. Hein. Que l'éternité, c'est pas après, mais que l'éternité, on peut y avoir accès à l'instant. C'est pas une addition de temps, c'est un état c'est un état d'être. Oui. Voilà. C'est pour ça que, quand je donne une définition, éduquer, c'est être, c'est vraiment cet état-là qu'il s'agit d'activer pour pouvoir communiquer et pour pouvoir éduquer l'autre. Et c'est comme ça que l'éducation et la communication se fait. Ça va se faire au niveau de la femme enceinte et l'éducation prénatale telle que on va peut-être l'aborder ou pas, mais on va développer, où il y a cette communication qui se fait, et c'est le niveau de vibration de l'être, c'est-à-dire de l'état intérieur de la mère, qui va agir et influencer et enregistrer et déclencher un certain nombre de choses au niveau du futur enfant, qui, d'une seule cellule, comme c'est fait la vie sur la Terre, qui a mis plus d'1 milliard d'années pour arriver pour faire ce que nous sommes nous aujourd'hui, mais c'est parti d'une seule cellule, et chaque être humain, il va passer habituellement en 9 mois du stade unicellulaire par toutes les phases de la vie végétale et animale et humaine. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et tout ça, ça se passe à l'intérieur de l'être humain. Donc, c'est pour dire que cette éducation et cette communication, c'est là où elle est la plus puissante, c'est pendant cette période-là. Et c'est pendant cette période-là qu'il est possible d'avoir un effet ou un apport ou un accompagnement très très positif par rapport à l'être humain et pour faire naître une nouvelle humanité. Et où à ce moment-là aussi, il est possible que ces mémoires, ces atavismes du passé, ces mémoires de violence, de peur, de violence, d'impuissance, de culpabilité, de dévalorisation, de honte, enfin, toutes ces mémoires-là que chacun porte plus ou moins en lui et qui sont transmis de génération en génération, il est possible à ce moment-là aussi, toutes ces mémoires-là, de les transformer directement dans le ventre de sa mère. Mais si, c'est aussi possible aujourd'hui pour chacun. C'est important de le savoir, ça, que ce même travail peut être fait aujourd'hui. Et que si on fait ce travail-là, à ce moment-là, on améliore notre vie intérieure, on améliore notre vie extérieure, et en même temps, on améliore notre communication, et ce qu'on transmet inconsciemment, constamment, dans nos relations avec les autres, va être de plus en plus bénéfique, au lieu de transmettre les peurs, les violences, et d'alimenter continuellement tout ça. Donc c'est pour vous montrer que, dit d'une façon très rapide, qu'il y a un champ immense qui est ouvert, mais qui est à notre portée, puisque c'est notre monde intérieur. Et que nous avons tous accès, et que nous pouvons tous travailler là-dessus. Et donc on va voir que, même si on ne verra pas, si on ne va pas tout développer, mais que les relations qu'il y a à tous les niveaux de
de l'univers, eh ben, on va retrouver toujours une trinité. Et en agissant sur un niveau, si on a les clés, par des liens de résonance, on peut agir sur des plans extrêmement profonds et minuscules, microscopiques, comme sur des plans qui nous échappent, qui sont infinis. Tu veux continuer? Donc c'est une représentation de l'être humain qui schématise et qui représente les 3 niveaux du psychisme humain, hein, le côté volonté, affectif et mental, en bas, côté humain, et les niveaux qui manifestent donc la vibration, les sentiments, les pensées, et les 3 niveaux supérieurs, qui sont les plans du mental supérieur, qui a été exprimé par les traditions spirituelles, le plan causal, qui est de l'ordre de la sagesse spirituelle élevée, le plan qui est appelé le plan bouddhique, qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel, donc sans condition, hein, c'est pas sans intérêt personnel, et au-dessus le plan atmique qui est de l'ordre de l'esprit et de la puissance divine. Le plan bouddhique, c'est aussi l'âme supérieure. Hein, et après le plan atmique, c'est le plan de l'esprit qui est la puissance élevée. Et sur ce schéma, vous voyez comment les plans supérieurs, les niveaux supérieurs sont reliés au niveau inférieur du psychisme. Donc on a le psychisme humain en bas et le psychisme supérieur en haut, et les deux sont reliés. Donc pour trouver des ressources pour agir sur le plan humain et sur le plan de notre existence, et bien si on arrive à monter et à activer et à se connecter à ces plans supérieurs, à ce moment-là, on trouve des ressources qui peuvent être quasi infinies d'amour, de sagesse ou de puissance. Si tu veux continuer, s'il te plaît. Ça, c'est une autre représentation qui remontre la même chose. On retrouve le niveau de l'humain, psychisme humain, niveau du psychisme de l'esprit de l'être, avec au milieu l'écran conscience, où il y a la projection de ce qui est en bas ou de ce qui est en haut qui peut se projeter là-dessus, et où on a notre conscience qui est là, mais la plupart du temps on ne sait pas d'où ça vient, ce qui arrive sur notre conscience. Donc c'est un peu une projection qui vient d'en bas, les forces instinctives, ou des peurs, des mémoires qui sont enregistrées, ou autres, ou de ce qui vient d'en haut. Donc le travail, l'objectif, ça peut être de monter dans cet axe, dans cet ascenseur de lumière, être capable de trouver les outils, les résonateurs, les moyens pour monter en haut, pour à ce moment-là se connecter aux ressources en bas et pour en faire profiter le bas. Comme je vous ai expliqué au départ, il y a toute une vibration, une disparition de la matière et puis qui se transforme, qui disparaît, qui réapparaît. Il y a comme une rotation qui se fait continuellement entre les deux. Donc si on arrive à prendre l'ascenseur pour monter, s'il n'y a pas de blocage et de peur ou de vieilles mémoires qui empêchent de monter, et bien à ce moment-là, on est capable de monter, et d'en haut, on revient avec des richesses dont on profite après. Donc là, après, tout ça, ça pourrait être développé pour savoir comment faire, pour travailler sur ces mémoires, sur les croyances, sur tout ça, pour en mettre en place des éléments positifs. Ça va continuer. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps. On est autour des minutes. Ok. Ouais. Donc c'est une image pour vous montrer l'onde, comment elle est représentée, avec la longueur d'onde, et puis où on retrouve les mêmes nombres. Donc par rapport à lambda, qui est la longueur d'onde, là c'est une longueur plutôt que tout un volume. Donc si tu veux continuer. Donc j'ai mis différentes... j'ai développé la notion éduquer et être à ce niveau-là, donc de différentes façons. Donc une petite image, c'est pyramide de la conscience-inconscience, qui est analogue à un iceberg, où la partie visible, donc qui est 5% qui est émergée, donc qui correspond à la conscience, et toute la partie inconsciente
qui se situe, qui est caché, et bien ça représente 95%. Voilà, si tu veux continuer. Donc c'est encore une autre représentation de l'être humain avec ses différents niveaux. Il y a des représentations qui parlent plus que d'autres. Donc c'est où on va vers le centre. C'est un peu comme si on va vers son monde intérieur. Et dans ce monde intérieur, on va arriver jusqu'à au-delà de la dimension de l'esprit et au-delà du mur et des limites. Puisque là, au centre, c'est comme s'il y avait une représentation de la lumière originelle d'avant l'univers. Et donc c'est en rentrant à l'intérieur de soi, comme l'image des poupées Gigoune, des poupées russes, où on voit que la partie extérieure, mais si on enlève, si on ouvre, on voit qu'il y a un niveau intérieur, et chaque niveau là qui est représenté, c'est comme une poupée russe qui représente, qui correspond à un certain nombre de choses, et qu'on va retrouver au niveau de la cellule, où on a aussi tous ces niveaux-là qui sont dedans. Puisque la cellule a un psychisme, notre cellule intérieure, elle pense, elle sent, elle bouge, elle a de l'énergie, elle vit. Et ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Et une cellule a plus d'intelligence que l'usine la plus perfectionnée qui puisse exister. Si on regardait comment ça se passe en réalité, c'est quelque chose qui est incroyable. Vas-y, continue. Bon, continue. Donc le fonctionnement trinitaire de l'être humain, on ne va pas développer, de toute façon on n'a pas le temps. Je pense que j'ai brossé un petit peu le tableau. On pourra échanger, discuter, continuer voir ce qu'il y a encore. Donc, éduqué par la communication positive, rappelant que ce qu'on émet, consciemment ou inconsciemment, ça va nous revenir, plus ou moins vite. On connaît la loi de l'écho, là c'est la même chose, appliqué à l'éducation c'est la même chose. Ce qu'on émet, ce qu'on vit, ce qu'on sent, ce qu'on pense, ça va agir. Et c'est comme ça que le petit bébé est éduqué aussi, c'est par imitation et par cette connexion directe ADN à ADN qu'il apprend à parler, qu'il apprend à penser, et que les connexions au niveau du cerveau vont se mettre en place. Parce qu'il pense avant d'avoir un cerveau qui marche. Ça, les scientifiques l'ont prouvé. Avant d'avoir les connexions des neurones. Il pense, mais il ne peut pas l'exprimer et c'est pas intégré dans le corps. Et sur fur et à mesure, c'est quand on lui parle et qu'il y a cette vibration qui se fait entre celui qui parle et l'enfant qui entend, que les connexions au niveau de l'ADN vont se faire comme elles se font chez celui qui parle. Donc c'est progressivement que les connexions se font par imitation. Donc ça, c'est des éléments que vous trouverez probablement pas nulle part. Enfin, moi, je l'ai trouvé nulle part, ça. Et peut-être probablement que c'est dit d'une certaine façon. Mais là, je simplifie. Si tu veux continuer. Donc, c'est notre représentation avec les 6 niveaux de communication et qui peuvent être développés. C'est-à-dire qu'on pourrait aborder chaque niveau et travailler sur chaque niveau qui est représenté là. Voilà, si tu veux continuer. Éduqué par la communication positive. Donc ça, c'est d'une façon simplifiée. Socrate, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas un scientifique qui a fait de la physique quantique. Il a donné 3 critères pour justifier une bonne communication. C'est-à-dire, vous parlez que si vous êtes sûr que c'est juste et vrai, que ce que vous dites est bon, et si ça nourrit la vie, c'est utile, c'est constructif. Donc si ça se passait comme ça, on aurait un grand silence sur la planète. Il y a beaucoup de bavardage qui concluent, sinon il vaut mieux se taire. Donc si on passait à la planète Terre pour reconstruire en communiquant de cette façon, Terre dans les deux sens, le monde il pourrait changer très très vite. Voilà, si tu veux continuer. Donc c'est notre représentation de la communication
pour, si on veut approfondir les choses et comment faire, donc avec l'émetteur, le récepteur, les canaux, les filtres, décodage, encodage, enfin c'est avec ce qu'on sait aujourd'hui au niveau de la communication subtile à travers les ondes, puisque quand on communique par téléphone, par d'autres moyens, eh ben, il y a une dématérialisation qui se fait, ça on le sait. Donc, et puis après une rematérialisation, ça passe sous forme d'onde, puis l'onde est de nouveau capturée, puis c'est de nouveau matérialisé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a vraiment une disparition. Quand on parle au téléphone, ça disparaît la voix dans le téléphone. Et pourtant, elle réapparaît ailleurs. Donc la voix, la vibration disparaît, mais il y a une onde qui apparaît, de plus en plus subtile, qui elle, va voyager. Je vais continuer. Donc continuons. Donc sa table oscilloptique qui représente de nouveau tous ces niveaux-là avec des différentes approches. Donc pour l'aborder, savoir comment travailler dessus, comment améliorer les choses. Si tu veux continuer. Donc là aussi c'est une petite image communiquée de façon concrète. On a une bouche et deux oreilles, donc il faudrait, pour bien communiquer, écouter 2 fois plus que parler. Hein, donc ça, je crois que ceux qui communiquent n'ont pas compris ça. Donc continuons. Le canal de transmission, à travers quel canal, quels sont les fils qui sont en place. Donc tout ça c'est pour approfondir les choses. Continuez. Donc là il faut appuyer plusieurs fois dessus parce que. Donc c'est donc une autre image. On voit l'ADN. Comment l'ADN est en connexion avec la source en haut et comment avec les 4 lettres du langage de l'ADN, comment elles sont ensemble et comment ça se transmet et ça se divise dans notre corps actuellement et pour faire l'enfant la même chose. Continuons. Donc, pour résumer, la science confirme ce que les grandes traditions culturelles et spirituelles ont toujours enseigné. C'est l'être humain qui est la source et la finalité de tout, de toute activité et de tout. C'est pour cela que l'éducation et la formation sont les clés fondamentales d'un changement vers la paix, le développement et le bien-être durable. Donc c'est ce genre de notion que je transmets au niveau de l'ONU pour que les sphères de communication, les sphères politiques, économiques, scientifiques entendent ça et qu'elles orientent leur énergie et leurs travaux dans ce sens-là si on veut vraiment changer le monde. Donc continuons. Oui, continue, là je crois que c'est la même chose, il y a eu la répétition. Je crois que on va avoir fait le tour. Il y a tout un développement, vas-y voir, continue. Continue, donc là on voit les correspondances qu'il y a, tout ça, si on développait, continue. Donc l'éducation prénatale, donc on ne va pas non plus le développer, s'il y a des questions par rapport à ça, on peut le faire, si tu veux continuer. Continue. Donc l'épigénétique qui a étudié ces choses-là, continue. Hein. Donc tout ce qui se transmet par l'ADN, la parole et tout. On va le retrouver encore une fois. J'espère que tu ne reviens pas en arrière, non? Continue voir. Ouais, peut-être que. Ouais, je suis obligée de passer par là. Conclusion, voilà. Là, ouais. Ouais. Donc, je crois que c'est bon. Je vous donnerai encore peut-être une image pour conclure par rapport à l'ADN. On a, dans chaque cellule, dans le noyau de chaque cellule, on a de l'ADN, 46 chromosomes. Ces 46 chromosomes, donc c'est de l'ADN qui, s'il était déroulé, développé, il aurait à peu près 1 mètre chacun. C'est-à-dire qu'en chaque cellule, au niveau du noyau, on a 46 mètres d'ADN, avec une information tous les nanomètres, donc de milliardième de mètre.
il y a une information, comme si on écrivait un livre, il y aurait une lettre, ou une touche de piano. On a 100 000 milliards de cellules dans le corps. Ça veut dire que si on mettait bout à bout, pour chaque être humain, chaque ADN, on ferait plusieurs fois le tour du système solaire. C'est-à-dire qu'on a en nous un potentiel et une information qui est incroyable, qu'on ne peut pas imaginer, qui est infini. C'est-à-dire que chaque être humain, quel qu'il soit, dont on voit quelques particules d'ADN qui vont faire la peau, qui vont faire la forme du corps et qui vont faire différentes choses, quelques éléments, mais à l'intérieur, pour le reste, on a un potentiel qui n'est pas utilisé, qui n'est pas valorisé, qui est immense. Et c'est ce potentiel-là qu'il s'agit aujourd'hui de valoriser à travers une éducation, à travers une communication, à travers la lumière de la science qui va nous aider et qui va permettre cette multiplication, qui ne va pas être une multiplication quantitative, comme on est actuellement dans une croissance quantitative, et qui va être une multiplication, une croissance qualitative. Et pour la croissance qualitative, il y a de la place sur la planète. On peut continuer à se développer à l'infini. Croissance quantitative, non. Une croissance qualitative, oui. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. Voilà, merci.